Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, mon invité, c'est Rick Hughes. C'est un chanteur québécois, connu et reconnu. Il s'est retrouvé sur des scènes avec des artistes très célèbres comme Metallica, Alice Cooper, Bon Jovi, pour ne nommer que ceux-là. Ce que j'ai appris dernièrement, et ce que je ne savais pas, c'est que très jeune, il a vu son papa décéder dans la cuisine. Il n'avait que 8 ans. On lui met alors de grandes responsabilités sur les épaules et on lui demande de rapporter de l'argent à la maison pour subvenir aux besoins de la famille. Il a une ascension qui est laborieuse et très méritée. Toutefois, il bifurque sur le chemin des dépendances à l'alcool. Il célèbre cette année 21 années de sobriété. Wow! Il a un talent fou pour l'écriture et il sait nous faire vibrer à travers ses paroles. Vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers. Et aujourd'hui, je l'accueille dans mon univers. Bonjour et bienvenue à l'enregistrement du Showcase des conférenciers. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va un peu déroger de la prise de parole en public et du storytelling. En fait, on va y aller un peu plus sur le storytelling avec un invité vraiment spécial. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir mon ami Rick Hughes. Bienvenue, bienvenue! Bien, merci beaucoup. Merci pour la belle intro. Merci pour l'invitation aussi. Ça me fait incroyablement plaisir. Quand j'ai vu que tu as accepté, là, mon cœur s'est emballé. Là. Aussi, je suis sur les médias sociaux et je vois de la manière que tu écris, de la manière que tu racontes les histoires. Et donc, pour moi, c'était vraiment important de te recevoir pour que tu viennes nous raconter une parcelle de ton histoire. Ah, c'est super. J'aime le terme storytelling. Moi, je suis connu comme un chanteur rock. Oui. Même de métal, parce que j'ai un band aussi qui fait du métal, Sword. Mais je fais aussi du rock, du hard rock, du classic rock. Mais mon artiste, un de mes artistes préférés de tous les temps, c'est Johnny Cash. Puis il n'y a pas meilleur storyteller que lui. Johnny Cash? C'est un de mes idoles, non, mais pas à peu près. J'écoute du Johnny Cash depuis toujours, puis j'en écoute toujours. C'est quoi la chanson de lui qui t'a le plus marqué? Ou je sais là, que tu dis que tu l'aimes écoute, depuis toujours, mais il y en a tellement spirituel. Il y a la tune I Hung My Head. OK. Give My Love to Rose. C'est tout du stuff que le monde ne connaisse pas vraiment. Ben, moi je connais vraiment tout son répertoire. Les titres que je viens de te nommer, ils comptent des histoires. I Hung My Head, c'est une histoire. Give My Love to Rose, c'est... Well, I found him by the railroad track this morning. I could see that he was nearly dead. I knelt down beside him and I listened just to hear the words the dying fella said. Il compte une histoire. Mais ouais. Je pourrais continuer, hein? Mais non, on va y aller un peu avec... Ça me prendrait une guitare. Puis c'est ça que tu as dit. Tu as dit, j'aurais dû amener ma guitare. Tu aurais voulu qu'on fasse le podcast avec ta guitare. En fait, les histoires, les chansons qui marquent les humains sont souvent des chansons qui racontent des histoires. Puis je suis contente que tu m'emmènes là. On va aller quand tu étais plus jeune. Moi, je suis curieuse de te poser quelques questions. Je sais que tu as perdu ton papa à l'âge de 8 ans. Parle-moi de cet épisode-là dans ta vie quand tu as 8 ans. Ben, bizarrement, j'ai commencé en parlant de Johnny Cash parce que j'écoute du Johnny Cash. Les souvenirs de mon père, c'est que mon père était guitariste chanteur dans son band, puis ma mère, elle chantait dans son band. Ah. Puis il répétait dans le sous-sol chez nous. Et puis, fait que, tu sais, Obélix, il est tombé dans la potion magique quand il était petit. C'est ça. Toi, t'as pas eu le choix, là. Ouais. Puis moi, les souvenirs de mon père, c'est quand il revenait de travailler, ma mère, elle avait très hâte qu'il revienne, puis je me souviens de sa fébrilité quand il sortait sa guitare en dessous du lit. Puis là, il jouait du Johnny Cash. Il chantait du Johnny Cash à ma mère, tu sais. Fait que peut-être que ça vient de là. On appelle ça des engrammes, peut-être. Mais non, c'est un choix musical parce que j'écoute de tout. De tout. J'aime Zeppelin, j'aime ABBA, j'aime n'importe quoi qui est bien fait, j'aime ça, tu sais. Mais... pour en revenir au décès de mon père, c'est arrivé comme ça. Moi, j'avais 8 ans, puis on est allé se coucher, puis on attendait tous qu'ils reviennent de travailler, sans qu'on s'en rende compte. C'est comme ça, les humains. Hein? Oui. Tant que la maisonnée n'est pas... On est comme tout, on dort tous sur une oreille. Puis là, moi, je dormais sur une oreille, je me suis fait réveiller par les pleurs de ma mère. Mon père venait de faire un anévrisme au cerveau. Mais on ne savait pas.
Puis c'est écroulé. Il était sur le plancher, moi, quand je l'ai vu. Puis sans le savoir, il était décédé parce que l'anévrisme l'a presque Zéro automatiquement chance. tué au cerveau. Ouais. Fait que moi, à 8 ans, là, ça a fait comme wow! J'ai réalisé que ça, c'est une leçon de vie. C'est ma première leçon de vie, finalement. Parce que la toute première, c'est qu'un noyau familial, c'est ce qui est le plus important. Oui. Puis ma deuxième, c'est que tu peux tout perdre un claquement de doigts. Puis nous, on prend constamment tout pour acquis. C'est correct, ça nous fait un sentiment de sécurité. On vit une vie... Mais moi, plus tard dans la vie, quand j'ai vu des psychologues, parce que ça m'a amené un traumatisme que je savais pas, moi, moi, je suis correct, mais plus tard dans la vie, ça m'a créé des problèmes. Puis on m'a dit, Rick, c'est simple, ce qui t'est arrivé, fais-toi un fataliste. Ça ne s'enlève pas, tu vas l'être toute ta vie. C'est quoi un fataliste? Oui, c'est quelqu'un qui a peur de la fatalité, qui la voit, qui la pense. Hein? C'est ça, une personne ne pense pas que ça peut arriver subitement, que quelque chose change, mais toi, tu le perçois dès le départ, dès le début, c'est ça? Moi, il faut que je me batte, pas tout le temps, mais des fois, il faut que je me batte avec mon esprit, comme je sais pas, moi, exemple, ma femme que j'aime, j'adore, tu sais, des fois, mon esprit va m'amener dans la fatalité, tu sais, je pourrais perdre ma femme, il y a quelqu'un qui pourrait me la voler, après, tomber malade, wow! C'est Moment ça. présent, fatalité. Moment présent. Oui, oh, c'est wow. ça. Souvent, c'est ça. Les gens s'en rendent pas compte, mais si on a vécu des traumatismes d'enfance, ça fait d'eux des fatalistes. Puis c'est pas un défaut, c'est pas une maladie, c'est un fait. Puis un coup, tu le sais, ben là, tu peux... Tu peux... Qui d'autre que mieux que toi-même pour contrôler tes pensées? Parce qu'il faut contrôler ses pensées. Oui. Nos pensées font en sorte que les choses qu'on pense ou qu'on dit nous arrivent. Je veux rester à quand tu étais plus jeune. Oui. Est-ce que Rick était un garçon qui avait beaucoup d'amis ou c'était quelqu'un plutôt de réservé, quelqu'un plutôt timide? Est-ce que c'est toi qui allais vers les amis? Bref, ton enfance, tu décris ça comment? Je ne vais pas sonner cliché, mais c'est une très bonne question que tu poses là. Non, je n'avais pas beaucoup d'amis. Puis pas parce que j'étais weird ou sauvage, c'est que je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Même aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'amis. Vraiment pas. Tu préfères en avoir un ou deux, mais que c'est des relations qui sont intenses, des relations plus vraies? Oui, c'est ça. Plus qu'un ou deux, tu sais, j'en ai beaucoup, mais tu sais, je sais pas, j'aime ma solitude. C'est précieux, hein? Moi aussi. Faut pas trop, par exemple. Faut pas trop tomber dans la solitude, parce que là, À l'école, comment ça se passait quand le professeur te disait que tu avais un exposé oral? Est-ce que toi, tu étais content de savoir que tu devais présenter un exposé oral ou c'était quelque chose qui t'angoissait? Est-ce que tu étais timide? Est-ce que ça te dérangeait pas d'être devant la classe? Parle-moi de quand le professeur te demandait un exposé oral. OK. Mais ça que je vais te répondre, tu t'attendras pas à cette réponse-là. Quand tu perds ton père, des années 70, en tout cas, c'était en 71 qu'il est décédé, alors j'ai 8 ans, ça fait que l'école devient... Gamin, je n'ai jamais passé 2 années de fil dans la même école. Oh. Jamais. Aucune. Maternelle, première année, deuxième, ainsi de suite, jusqu'à temps que je lâche l'école pour aider ma mère, parce que ma mère, elle nous a élevés toute seule. Ma mère, c'est une Italienne, en passant, chère Cathy. On a ça en commun. Ma mère s'appelait Anna Pasquale. Et puis, elle nous a élevés seuls sur le salaire d'une serveuse. Wow. Donc, des années 70, si tu ne payais pas ton bill d'électricité, Hydro-Québec n'avait pas de loi. Là, ils te coupaient en plein hiver. Fait que nous, les gars de la famille, on aurait bien voulu ça, avoir des belles études, puis tout ça, mais non. Moi, je suis allé travailler à 14 ans pour amener de l'argent pour qu'on puisse payer une bill de téléphone, puis jusqu'à temps comme... Et donc, dis-moi, raconte-moi la première fois... Ah oui, vas-y. Non, mais à propos de l'école, parce que je m'excuse, je m'étends partout, mais c'est mon histoire. Donc, j'ai aucune année de fil. Fait que j'étais toujours le nouveau, à toutes les années. Donc, j'écoutais, j'apprenais, mais en même temps,
j'étais tout le temps a stranger in a strange land. Oui. Fait que pour un peu traduire ce que ça veut dire, stranger in a strange land, c'est un étranger dans une ville étrangère. Tu sais, c'était à toutes les années, là. J'ai pas passé 2 ans. Jamais. Jamais. Fait que j'ai appris à écrire. J'ai appris à compter. Pas tout. J'étais dans mes passés. Oui, c'est constamment. sûr. Avec qu'est-ce que tu as survie, vécu? moi. Oui, Là, voilà. un nouvel ami, pas d'amis, dans ton coin. Écoute, moi, je suis vraiment l'archétype de rock and roll saved my life. Moi, quand j'ai découvert le rock and roll, parce qu'en plus, mon père, c'était mon idole, il était décédé. Il jouait de la guitare. Il était sur un piédestal, tu sais. Fait que quand j'ai eu des mains assez grandes pour jouer de la guitare, C'est la je me première suis chose que payé tu ma voulais première faire. guitare, Oh, mais j'avais wow. pas de père mal payé. Fait que comme je te dis, moi, quand je suis allé travailler à 14 ans, la première paye que j'ai eue, je me suis pogné une guitare. C'est la première affaire, là. Et j'y arrive justement. Fait que à 14 ans, tu as ta première guitare. Quand est-ce que tu te retrouves sur une scène? La première fois que tu te retrouves sur une scène? 2 ans plus tard. 2 ans plus tard? Oui, 16 ans. Parle-moi de ça. Raconte-moi comment ça se produit. Ben, c'est avec mon frère, premièrement, parce OK. que, tu vois, c'est une histoire de famille, la musique chez nous. Oui. Ma sœur Loulou Loulou Hughes, la chanteuse. Mon frère Dan Hughes, Oui. c'est un batteur. Et puis, c'est lui qui joue dans Sword, dans plusieurs de mes projets. Donc, à l'âge de genre 14 ans, 15 ans, j'achète ma première guitare, une guitare acoustique. Puis là, mon frère aussi avait un job, moi j'avais un job. Puis là, mon frère, il a 14 mois de plus vieux que moi. OK. Mon frère Dan, fait que 6 pieds 1, c'est le grand frère de la famille, tu sais. Puis là, moi, j'ai dit, Dan, faut qu'on se fasse un band, comme les Blues Brothers. Puis là, il dit, ouais, OK, mais moi, il me semble que je t'avais jouer du drum. Ah, quel drummer il est devenu, je te jure. Ah, Je pense que c'est le meilleur conseil que j'ai donné dans toute sa vie. c'est toi qui l'as enligné pour qu'il soit drummer. Ah, ouais, oui, moi, j'ai toujours été le pitbull de la famille. Puis quand vous avez annoncé à maman, maman italienne, on va lancer notre band, elle réagit comment? Moi, j'ai appris à jouer de la guitare pour ma mère. Ah, C'est pour ça, elle que c'est j'ai très appris. touchant. Ben non, c'est vrai, je te dis, ma mère, ce qui manquait le plus de mon père, c'était l'amour qu'elle lui portait, mais le fait qu'elle chantait avec lui. Fait que lui, il jouait des guitares, puis elle chantait. Elle chantait des tunes. Fait que elle n'avait plus de guitariste. Fait que moi, quand j'ai acheté ma première guitare, j'ai appris des tunes. Puis la raison principale, c'était pour maman aussi. Oui. C'est ta Pour la passion. faire chanter. Oui, c'est... Ah, voilà. Ouais. C'est le matin. Je suis venu un peu émotif, mais c'est juste parce que c'est le matin. Moi, je suis rocker, je viens jamais émotif. Moi aussi, je suis très émotive. C'est ça que j'ai dit quand j'ai parti le showcase des conférenciers. Jamais j'ai imaginé que j'aurais besoin d'une boîte de mouchoirs dans mon décor. À chaque fois que je viens ici, les histoires qui sont partagées sont vraiment émouvantes. Et la tienne ne fait pas exception. Je savais qu'aujourd'hui, j'allais vivre beaucoup d'émotions. Merci de t'ouvrir comme ça puis d'être aussi vulnérable. Mais, qu'est-ce que tu veux? Surtout si on va dans notre enfance, là, puis dans la profondeur de la personne. Tu sais, on se revisite soi-même des places qu'on n'ose pas aller des fois parce que justement, on n'a pas le goût de tomber de devenir tristounet, mais pour le besoin de la cause, ça vaut la peine, tu sais, que les gens sachent qu'ils ne sont pas tout seuls des fois à vivre des affaires difficiles, que moi aussi, qui me voient des fois, comme moi j'ai vu Bobby sur un piédestal, bien que moi, I got my flaws, tu sais. Mais pour en revenir au premier spectacle, c'est ma mère, comme mon premier spectacle. J'ai appris des tunes, puis là, j'y chantais, puis là, après ça, je gratouillais, puis là, elle se mettait à chanter, là, je m'en allais sur mon bar, j'apprenais cette tune-là pour la prochaine fois, pour qu'elle puisse la chanter au complet, tu sais. Fait que ça a été ma première façon d'aborder la musique. Après ça, mon frère s'est mis à jouer du drum. Fait qu'elle, qu'on rentre un drum puis qu'on se mette à jouer, c'était déjà fait. J'avais acheté une guitare, je faisais chanter. C'était comme si on continuait ce que Bobby avait commencé. Oui, voilà. Tu comprends? Même pas 10 ans plus tard. Puis là, on a rencontré des amis musiciens. On a formé Sword. Ça a été mon premier band. Puis cette band-là, comme je t'expliquais, on a joué avec Metallica, Alice Cooper. Vous étiez combien? 5? 5 garçons? 4? Ouais. Et puis, on a fait la tournée. Oui? Tu disais Alice Cooper. Oui, je t'ai coupé, je m'excuse. Non, Donc, tu as joué avec Alice Cooper. Oui. Ensuite,
Alice Cooper, Motorhead au Royaume-Uni, Alice Cooper au Canada, ici avec Metallica, et j'en passe. On a fait des tournées aux États-Unis, des sorties un peu partout. C'est capoté, là, parce qu'on a vraiment continué ce que Bobby avait commencé, mais il n'a rien vu. Ou il l'a vu, mais d'en haut. C'est ça, voilà, il avait une autre perspective pour regarder d'en haut. Je veux revenir à quand tu étais sur la scène pour la première fois ou les premières fois que tu étais sur scène. Est-ce que le fait d'être accompagné a fait en sorte que ça allait mieux? Est-ce que tu avais le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu as été timide? Est-ce que tu as juste pensé à « je suis en train de faire ce que j'aime le plus au monde ». Parle-nous de tes premières expériences sur une scène avec un public. Bien, moi, dès le début, j'ai toujours eu une belle complicité avec le public. Autrement dit, moi, dès le début, le premier show, je me souviens, c'était à 16 ans, on était à Belleuil, à l'auditorium de Belleuil. Il y a sûrement des gens qui étaient là, qui vont reconnaître le moment. J'ai genre une photo de ça. Et puis, dès le début, j'avais une complicité avec le public dans le sens où les gens veulent du spectacle. Ils veulent quelqu'un qui se donne un spectacle. Oui. Moi, je l'ai compris jeune, ça. Donc, j'ai toujours eu j'ai jamais eu vraiment de trac. J'ai toujours eu une confiance en moi du début, que j'arrivais sur une scène. J'ai un côté fraîchier qui me sert. Tu comprends? C'est comme... On le veut, ce côté-là, nous aussi. Il m'a toujours servi et il me sert encore à ce jour. Fait que moi, le premier spectacle, c'est que du positif. C'est pas nécessairement bon parce qu'on commençait. C'était le premier... Mais le potentiel était là parce que juste le fait qu'on était tout souriant, puis c'était comme, ah ouais, on fait nos tunes, puis il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Puis non, la perfection, moi, je ne recherche pas la perfection quand je fais un spectacle. Je la recherchais pas à 16 ans, je la recherche toujours pas aujourd'hui. C'est tellement bien dit. Tu sais, nous, on te regarde, puis on voit la personnalité, la star que tu es devenue. Mais le showcase des conférenciers, c'est aussi pour montrer l'envers de la médaille. T'sais, quand on a l'impression que ça va toujours bien pour tout le monde, il y a des fois où ça se passe un peu moins bien. Est-ce que tu te rappelles d'une situation qui s'est passée où tu étais en spectacle et il y a une anecdote, il y a quelque chose qui est arrivé que tu dis, celle-là, on l'a échappé ou ça l'a dérapé, peu importe. Est-ce que tu as une histoire en lien avec une fois où ça a moins bien été? Écoute, il y en a tellement. Et donc, partage-en parce que... Je sais là laquelle m'a compté. Il y en a tellement arrivé, je te jure, c'est fou. Mais parce que les gens ont tellement l'impression que les conférenciers ou les gens qui sont sur une scène, ça se passe toujours bien. Le showcase des conférenciers, c'est de dire « Hey, attendez, là, c'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. » C'est une expression que ma grand-mère disait tout le temps. Ben oui, ben oui. C'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Fait que là, je veux que tu nous racontes une ou deux fois où justement ça s'est passé moins bien. Écoute, il y a plein de fois. Les fois où ça a été le moins bien, là, c'est les fois où tu sais, chanter du rock, chanter du hard rock, c'est très demandant ces cordes vocales. Tu sais, fait que tu veux toujours être bon. Mais mettons, écoute, quand j'ai commencé, là, nous, on écumait les bars. Là, on faisait les bars du 6 soirs semaine, puis on avait des jobs dans le jour. Fait que t'imagines-tu comment est-ce que c'était dur sur le chanteur, sur la voix? Tu sais, le guitariste ou le joueur de basse, eux autres aussi étaient très fatigués. Ça ne les enlève rien, mais ils peuvent juste jouer de la guitare puis pretend that everything's okay. Puis là, tout a de l'air correct. T'sais. Mais le chanteur, lui, là, il va faire semblant que tout est correct, puis il va s'ouvrir la voix, puis tu vas tout de suite entendre « Wow! Qu'est-ce qui se passe là? Ça sonne donc bien pas bien, son affaire. » Il chante donc bien mal. Mais non, il chante pas mal. Il est juste super fatigué. Il fait 6 soirs de fil qu'il fait, puis il a dormi 3-4 heures par soir. Pendant 6 soirs, j'ai vécu ça, moi, là dans ma Pendant combien d'années. Pendant combien d'années? Donc, pour répondre à ta question, on en a tellement fait. J'ai dû faire 5000 spectacles dans les bars. Pas de farce. J'ai commencé à 16 ans, 16-17 ans. On n'avait même pas le droit d'être là, puis on était là pareil. Puis j'ai sorti mon premier album, j'avais 24 ans. Fait que c'est jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai fait des bars. Là, quand Sword a sorti le premier album, on a été découvert par la presse métal du monde. Donc, c'est comme ça qu'on a eu les premières parties aussi prestigieuses. Là, ça l'était autant demandant parce que là, tu arrives sur une scène devant 5-10 000 personnes. Puis là, le soir avant, tu étais devant 5 à 10 000 personnes à crier tes tunes parce que c'est du métal. Fait qu'il faut vraiment que tu sois intense.
Puis là, après ça, aller dormir dans un tour bus, un autobus de tournée, que tu dors pas là-dedans, là, parce que tu roules pour t'en aller à la prochaine ville, mettons, là, 800 km, là, tu roules en autobus. Là. Je vais m'endormir. Il faut que je dorme, faut que j'ai de la voix demain. Non, tu dors pas. À un moment donné, le truck, il se parque. Là, tu t'endors. Et là, tu te réveilles 3-4 heures après. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, les moments les plus difficiles que j'ai passés sur une scène, c'est les moments où j'avais de la misère avec ma voix. Un conférencier qui arrive avec une demi-extinction de voix, là, il peut pas mettre les mêmes intonations puis avoir de la belle couleur dans sa voix. Fait que là, lui, il parle puis il s'auto-analyse en parlant sans s'en rendre compte. Selon moi, c'est ça. Hein? Oui. C'est notre voix qui est le plus important. Fait que moi, mes pires moments, c'est ça. C'est quand ma voix était trop fatiguée pour chanter, mais que je n'avais pas le choix. C'est notre outil le plus essentiel. Oui. C'est quand on est conférencier, quand on est chanteur, si on n'a pas notre voix, ça devient difficile de performer. Souvent, quand il y avait des bands rock qui faisaient des tournées puis qui passaient au Forum de Montréal ou maintenant la Centre Bell, les gens, le lendemain, disaient « Ah, c'était bon, mais le chanteur, c'était pas comme si l'album. » Moi, j'ai toujours été à la défense du chanteur. Je disais « Ben oui, c'est ça. T'as raison. C'est pas l'album. Il est en tournée, lui, là. Il est pas avec les siens. Fait qu'il s'ennuie de sa famille, il s'ennuie de sa femme, de ses enfants. Il est en tournée. Il dort dans des hôtels. Là. Tu pensais que vraiment là, que c'est juste fun and games? Ça l'est pas. Vraiment pas, là. C'est du travail, puis c'est du travail intense. Parlons-en de la conférence. Moi, quand je t'ai approché, c'était pour que tu puisses venir présenter une conférence au Salon de l'Éveil. Puis tu m'as dit, Cathy, je viens avec ma guitare. Donc, tu le fais déjà. Tu parles déjà avec ton public. Puis là, tu as adapté ça en faisant des chansons, mais aussi en parlant de ton histoire. Fait que parle-moi de comment tu as l'idée d'intégrer la conférence dans tes spectacles. Parce que je pense que les gens apprécient énormément que tu leur laisses accès à cette partie de toi. Il y a des chanteurs qui arrivent sur scène puis qui font que chanter. Toi, tu viens raconter, retrouver ton public. Fait que parle-moi de comment la conférence entre dans ton spectacle. Bien, c'est une transition qui s'est faite naturellement parce que souvent, après des spectacles, ma femme, elle me dit « T'as trop parlé à soir. » Entre les tunes, tu sais. Ben, puis ça, le monde aime ça. Elle de me répondre « Non, le monde n'aime pas ça. Le monde sont venus pour t'entendre chanter. Puis quand tu parles dans un micro avec de l'effet, parce que c'est pensé pour un spectacle, le monde entend la moitié de ce que tu dis, Rick. » Puis là, mais je peux pas m'empêcher de le faire. Entre les tunes, de compter des affaires. Puis, fait c'est venu naturellement comme ça. Comme tu dis, il y a des gens qui ont plus de difficultés à s'exprimer en public entre les chansons. Donc, ils se gardent un genre de script qui suivent à la lettre. T'sais. Qui ont appris par cœur. Exact. Moi, je suis pas capable de suivre un script. Moi, c'est comme au feel. T'sais. Oui, j'ai des points de repère, là, des affaires que je vais dire entre chaque tune qui vont être là souvent, mais beaucoup, beaucoup d'impro aussi. Bien, tu vois, moi, je trouve que ça ajoute à la richesse de l'expérience du spectacle parce que les chansons, on les connaît ou on vient les entendre. Mais quand tu nous partages une histoire entre chaque chanson, moi, je trouve que c'est incroyablement précieux. Fait que moi, je te dis, continue de faire ça, même si on l'entend peut-être moins bien dans certaines salles, mais continue de faire ça. Mais Cathy, ceci étant dit, les deux sont bons. Tu sais, quelqu'un qui a un script, qui suit, puis que tout est timé, le spectacle est pensé d'une façon, ça aussi, c'est très bon, tu sais. Mais moi, je suis pas le genre de spectacle que je donne. Oui. Je pense que moi, je cherche beaucoup la connexion humaine, puis je trouve que moi, personnellement, je la retrouve quand les gens partagent leurs histoires. Fait que c'est chacun nos goûts. Comme tu dis, là, ça n'enlève pas à celui qui le fait de façon planifiée, pratiquée. Mais je trouve que ça rajoute beaucoup à celui qui l'a fait un peu plus improvisé. Ça, c'est mon opinion très, très personnelle. Absolument. Et je vais terminer là-dessus en disant que quand ma femme m'a dit ça, là, elle a toujours raison. Elle a toujours raison. Des fois, elle m'a dit ça, puis là, je voyais du monde qui avait fumé avec le téléphone, puis là, ça passait. Là, je allez écouter, moi. Là, je faisais oh, OK, je viens de comprendre. Chérie, t'avais raison. Je vais essayer d'en mettre un peu moins ce soir. Les femmes ont toujours raison. Toujours. Je vais ajouter ça aussi. Presque toujours. En fait, quel spectacle... Parce que là, tu as frôlé des scènes, avec plusieurs scènes dans différents pays, avec beaucoup de gros noms. Fait que s'il y a une ou deux histoires que tu veux nous partager, parce qu'on parle de storytelling, est-ce que c'est un passage avec Bon Jovi? Est-ce que c'est ton passage sur la scène avec Metallica? Raconte-nous
une ou deux histoires que tu dis, ces moments-là sont gravés à vie en moi. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Écoute, j'ai un moment... Tu m'en allais compter de quoi, mais finalement, je vais compter d'autres choses. Juste te dire, j'étais en tournée en Angleterre avec Motorhead. Et puis, on est parti 1 mois et demi. On a fait 29 shows en 1 mois et demi. Donc, on n'avait pas beaucoup de jours off. Puis, on finissait la tournée à Londres, au Hammersmith Odéon. On a même un album live, là, Sword Live à Hammersmith Odéon. Et puis... là, on était très attendus par la presse de Londres parce que notre album avait été bien reçu. Et puis, on filmait. On tapait. Et puis, on s'était dit, pendant qu'on va être à Londres, on va faire des vidéoclips. Fait que le management, à l'époque, oui. a loué un vieux théâtre à Londres. Puis là, on a shooté 2 vidéos de notre album. Quand fut le temps de partir... moi, mon idole, pourquoi je suis devenu un chanteur? Quand j'ai décidé de devenir un chanteur, oui. Je te contais, j'avais pas beaucoup d'amis. À 14 ans, j'avais une blonde. J'étais allé la reconduire chez elle à pied. Puis je suis revenu à pied, puis il y avait un film qui jouait dans un auditorium à Saint-Bruno de Montarville, dans un sous-sol, là, dans un auditorium. C'était le film de Led Zeppelin, The Song Remains the Same. Moi, j'aimais déjà Led Zeppelin parce que mon père avait laissé à sa mort, il avait sa collection de vinyles, puis il y avait des albums de Led Zeppelin. Fait que je les connaissais déjà, je les aimais beaucoup. Je suis allé voir ce film-là, ça a changé ma vie. Je suis sorti de là, j'étais plus le même gars. Transformé. Je te dis, j'en parle encore, j'en ai des frissons. Tellement ça m'a changé, là. Robert Plant est devenu mon idole. Puis à ce jour, c'est mon chanteur préféré. Puis, check ça. Fait que là, on est en tournée avec Motorhead. Puis là, on fait le vidéo dans le vieux théâtre, pour 2 chansons différentes. Et puis, vient le temps on est comme à 2 jours de revenir à Montréal. Puis là, mon gérant, il passe, on est dans une chambre d'hôtel, on a chacun notre chambre, il cogne, puis il me dit « Hey, Rick, je m'en vais où est-ce qu'ils font le montage des vidéos pour voir si tout va bien, tu sais, s'ils sont sur la bonne voie, pour voir si j'aime ce que je vois. Veux-tu venir avec moi? » Moi, je dis non. Là, tout à coup, je me dis « Voyons donc, j'étais à Londres, j'ai une chambre d'hôtel. » J'ai bien beau me reposer, là, mais je vais y aller. Pierre, il s'appelle Pierre. Salut, Pierre. C'était encore mon gérant en passant. C'est cool. Pierre, laisse-moi prendre une petite douche, j'y vais avec toi. Dépêche-toi. OK, m'attends-moi. Oui, je t'attends. Fait qu'il m'attend, je prends ma douche, je me prépare, on s'en va là. On arrive dans un beau building, ça s'appelait The Company. C'était la place pour faire les vidéos à Londres à l'époque. Je savais pas, moi. Avec un garde à l'entrée, signe toute la kit. Je rentre. On s'en va comme une pièce comme ici. Là, c'était tous des locaux différents. Puis le gars faisait le montage de notre vidéo. Puis il a fait une photo de Robert Plant sur le mur. Fait que moi, je dis au gars, j'ai dit « Ah, c'est mon idole. » Il dit « Ah, ben t'es chanceux. Il est ici aujourd'hui. » J'ai dit « Ah, ouais? Où ça? » Il dit « Il est en train de faire son vidéo. Là. Tu vas le trouver. » Fait que moi, j'ai laissé mon gérant checker le vidéo. Puis je me suis mis à faire du star stalking, à chercher partout Robert Plant. Elle le trouve pas. Fait que je retourne OK, il faut y aller. Je dis, attends une minute, je retourne checker. Je reviens. Puis je dis au gars, je dis, il doit être parti, il n'est pas là. Il dit, ah, t'es pas chanceux. Il dit, je le voyais de tantôt, il était dans les couloirs. Là, j'étais là, mon idole, par hasard. Dans le même J'aurais couloir. pu le rencontrer. En tout cas, fait qu'on part, on prend l'ascenseur, flon, on arrive, la porte s'ouvre. Il était sur un téléphone public. J'ai attendu. Il a raccroché. Là, il a vu que j'attendais pour lui parler. Et puis, on était dans une place, comme je t'ai dit, qu'il y avait un garde de sécurité. Il fallait que tu signes. Donc, j'avais d'affaires à être là. Tu comprends? Fait qu'il est venu, on s'est parlé pendant genre 15 minutes de temps. Ça a changé ma vie. Parce que je me suis dit, c'est quoi les chances que par pur hasard, je tombe sur mon idole? C'est pas un rendez-vous, c'est pas un show, il n'est pas... Je savais pas qu'il était là, moi. Je te le disais, je pensais pas, je ne vais pas y aller. J'ai une signature de ça. J'ai mon autographe. Là, il m'a marqué « Bon chance, Sword, Rick ». To Rick, bon chance, Sword, Robert Plant. Puis là, j'ai ça. Quand tu rentres chez moi, là,
J'ai plein de... Tu l'as dit hein, quand j'avais fait mon show, c'est beau, hein? J'ai fait un Zoom avec toi et j'ai pu voir ton studio, ton bureau, avec tous tes disques, tes guitares accrochées sur ton mur. Et donc, mes ça souvenirs les plus t'appartient. précieux. Ouais, voilà. Mais mon souvenir le plus précieux, là, c'est mon autographe de Robert Plant. Quand tu rentres, elle est à gauche, elle est tout encadré, tout. Puis c'est marqué To Rick, Bon Chance Sword. Ça, Je me souviens que tu me l'avais dit. Tu m'as dit, Cathy, tout ce qu'il y a ici, là, regarde ça, c'est qu'est-ce que j'ai de plus précieux. Ah, je te l'avais montré, Oui, hein? tu me l'avais Fait que là, montré. tu sais comment je me procuré cette C'est autographe fou, de c'est Robert fou. Plant. Ces histoires-là, ça nous marque à vie, puis je le sens dans la façon que tu le racontes. C'est un souvenir indélébile. Quelle histoire incroyable. Mais je pense que t'en avais pas une avec Bon Jovi? Oui, oui. Ben en fait, puis encore une fois, c'est le hasard. Le hasard, là, quand tu crois en tout ce qui est bon, Oui. le hasard joue pour toi. Oui. Moi, quand je dis au monde, avez-vous la foi? Le monde me dit, oh, non, pas vraiment. Je dis, non, attends une minute. Est-ce que tu crois dans l'amour? Est-ce que tu crois dans l'amitié, le bonheur? Oui, ben c'est ça, moi, la foi. Si tu crois en ça, tu as la foi. T'sais? Fait que là, on est en tournée avec Bon Jovi. Et puis, moi, j'ai écrit une chanson avec lui, en passant. Mais c'est ça, comment, hein, ta rencontre avec Bon Jovi? Va là un peu. Moi, je suis trop curieuse, là. Je veux savoir comment tu rencontres Bon Jovi. Ben, c'est là. la tournée Keep the Faith. Tu te souviens de cette tournée-là? Ben Ça a oui, justement fait je couper m'en les cheveux. souviens très bien. Je me suis fait couper les cheveux hier. Ça a fait couper les cheveux. Et puis, ma première rencontre, ça a été le premier show. Que je me souviens pas c'était où, parce qu'on a fait quand même une coupe. Mais, Gabin, je vais te conter mon histoire qui m'a le plus marqué. C'est que on se côtoyait, on se parlait un petit peu, on se serrait la main quand on se voyait. Je checkais son choix tous les soirs, il venait checker le nôtre. Puis là, il se développait de quoi. Puis là, un soir, le management de John et le nôtre, on dit, bon, ben là, on envoie les bands souper ensemble. On va vous réserver un restaurant. Fait qu'ils nous avaient réservé un restaurant. Qu'après le test de son, on s'en allait tous manger au restaurant. Et là, une tempête de neige est apparue. La tempête de neige a fait qu'ils ont tous cancellé les plans. Puis là, ils ont demandé au catering de nous préparer une pièce à part, puis de nous installer là, les deux bandes, parce qu'on ne pouvait pas aller au restaurant, finalement. Fait que moi, donc, c'est le traiteur qui s'est occupé de vous. Le catering, c'est le traiteur. Le traiteur, ouais, de s'occuper de nous. Donc, moi, je suis retourné dans ma loge, puis j'étais un peu déçu. Je me disais, ça aurait été le fun, tu sais. Puis là, mais non. Dans la vie, souvent, plus qu'autrement, tout est bien qui finit bien. Oui. Si t'attends, là, il y a toujours there's always a silver lining. Oui, j'aime ça. Là, je suis dans ma loge, puis là, tout le monde part manger, puis là, moi, je suis le dernier. Puis là, il y a quelqu'un qui vient cogner, il dit, Rick, tu viens-tu? Oui, je prépare 2-3 bébés, je m'en viens. OK, parle. Je suis dans un locker de chambre de hockey, là, tu sais. Parce qu'on joue dans un amphithéâtre Je rouvre ma porte. Littéralement. Je pensais que tu disais ça en métaphore. Là. Fait que littéralement dans un locker de chambre de hockey. Je rouvre ma porte pour m'en retourner rejoindre la gang dans la pièce qu'ils nous ont préparée. Et là, John marche. Comme moi, il était le dernier. Fait que là, je me suis joint à lui. Puis là, il fait P, Rick en anglais. Là, il engage la conversation. Comment on te traite? Est-ce que vous êtes content? Je dis, oui, John, vraiment, merci pour tout. Puis là, on marche ensemble. Là, on arrive. Puis là, il reste juste nous deux à asseoir. Fait qu'ils nous ont assis. Ils nous ont assis tous les deux à la même table. Fait que j'ai passé un souper avec John Bon Jovi. I'm jealous. Par pur hasard. T'imagines-tu? Là, je suis assis devant lui. Puis là, j'étais un peu gêné, un peu impressionné. Il a tellement écrit des bonnes chansons, ce gars-là. Tu sais, déjà à l'époque, à Keep the Faith, c'est incroyable. Toutes ses grosses tunes étaient sorties. Puis, très bon chanteur, John Bon Jovi. Les gens l'oublient, tu sais, parce que c'était un beau bonhomme, puis il bougeait bien, tout ça. Fait non, mais même sa plume, il écrit incroyablement bien. Tout, un peu comme Robert Plant. Là, fait que je me ramasse en souper tête à tête avec John Bon Jovi pendant presque 1 heure de temps. Là, puis on a jasé de tout. Et puis, je me souviendrai toujours d'un de ses conseils. Ça a été... Je vais le dire en français, je m'en ai le dire en anglais. J'ai fait beaucoup de phrases en anglais. Tu peux le dire les deux, là, il n'y a pas de problème. Ben, il m'a dit... je vais raccourcir. Ce qu'il m'a dit, c'est que faites attention à tous les pièges qui vont t'éloigner du côté business qu'il faut que tu t'occupes tout au long de ta carrière. Là, moi, j'ai fait les pièges, j'ai dit la drogue, l'alcool, l'infidélité, les... Sérieux, là. Il m'a dit ça, l'infidélité, là. Il a vraiment dit ça. Oui, il a la même femme depuis longtemps, ce gars-là. Oui.
l'infidélité, il a commencé par l'alcool, la drogue, l'infidélité. Ensuite, il m'a dit les faux amis, les gens autour de toi qui vont mal te conseiller. Il dit, garde, il dit, faut que tu restes. Il m'a dit ça, là. J'étais avec lui, là. Il est en train de m'enseigner quelque chose. Il dit, reste un artiste, mais développe ton côté business. Il faut absolument. Ça, là, ça m'a tellement rentré dedans quand il m'a dit ça. Le lendemain, je repensais. Je me disais, ouais, c'est pas fou. Parce que souvent, les artistes sont allergiques à ça, fait qu'ils délèguent. Oui. Et au gérant. Puis tes impôts sont-ils faits? Ah, c'est mon gérant qui s'occupe de ça. Pardon? C'est ton gérant qui s'occupe de faire tes impôts, t'es sûr? Oui. Les impôts, c'est personnel, là. C'est toi qu'il faut que ça s'en occupe. Hein? Il y a le c'est côté niaiseux, business. Hein? J'ai donné l'exemple la plus banale, tu sais. Mais ça va plus loin que ça, là, qu'il faut-tu vraiment tu veilles à ça, là, quand tu veux faire de la musique puis faire carrière, il faut que tu t'occupes du côté business, c'est bien important. Fait que oui, notre passion nous permet d'être où on est, mais aussi d'avoir un regard plus business sur aussi ce qu'on est en train de faire. Quel conseil judicieux. De John. De John, en plus. Merci, John. J'aimerais ça qu'il l'entende. John, si tu entends ce podcast-là, là, ça serait vraiment cool. Maintenant, ici, on parle de prise de parole publique, de storytelling. Tu nous as servi avec de belles histoires. Je pourrais te conter une bonne histoire d'Alice Cooper, mais ça va être trop long. Fait qu'on continue. Excuse-moi de t'interrompre. Ben là, tu as fait un tease. Est-ce que tu veux la raconter? Ben, OK, je vais la raconter rapidement. Alice Cooper, quand on a tourné avec lui, revenait d'un... Il avait arrêté de faire des spectacles pendant 5 ans de temps pour se cleaner parce qu'il avait des problèmes d'alcoolisme. Oui. Mais ça a été le premier artiste à afficher publiquement qu'il est allé au Betty Ford Clinic. Tu te souviens, le Betty Ford Clinic aux États-Unis? Fait que lui, il l'a révélé. Là. Il l'a révélé au public. C'était le premier? Wow. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on disait d'Alice Cooper que c'était un alcoolique puis qu'il est allé au Betty Ford Clinic. Je te disais, c'est quoi un alcoolique? Voyons. Moi, je n'ai pas de problème d'alcool. On ne sera jamais. I drink, I get drunk. What's the problem? non. Ça m'en a développé tout un problème. Mais c'est ça, fait que il arrivait de 5 ans de ne pas avoir fait de tournée. Puis là, nous, on était avec, ça s'appelait The Nightmare Returns, la tournée. Et on faisait la première partie de ça. Puis là, on voulait le rencontrer parce que c'était une idole. Mon frère et moi, on a tellement aimé la musique d'Alice Cooper quand on était jeunes. On écoutait ça, là. Welcome to my nightmare, puis Billion Dollar Babies. On a vraiment aimé ça. Fait que là, moi, je me souviens d'avoir dit à mon frère pendant cette tournée-là, « Hey, Dan, tu réalises-tu? Tu réalises-tu? Tout ce qu'on a rêvé, on est en train de le faire. » T'sais, on était sur une scène, là. Oui. Puis là, on s'apprêtait à embarquer devant le public d'Alice Cooper au Maple Leaf Garden de Toronto. Il y avait genre 10 000 personnes. Wow! Puis là, en tout cas, là on veut rencontrer Alice Cooper, tu sais. Puis là, mais lui, étant donné qu'il avait eu des problèmes il y avait un chaperon avec lui qui le suivait constamment parce que ça faisait partie du deal. Il fallait pas qu'il consomme rien, mais il consommait pas, mais eux autres voulaient être sûrs, tu sais. Fait que là, on fait la demande, puis là, il disait, OK, vous allez le rencontrer, mais il va avoir des conditions. C'est quoi? Mais il ne faut pas que personne soit sous. Il ne faut pas que personne fume la cigarette. Il ne faut pas que personne leur donner un genre de protocole à suivre. Fait qu'on a dit, OK, on suit le protocole. Quand? On va vous le dire. Fait que maintenant, on est en train de faire un show, je pense, à Regina. Okay. Puis là, il vient nous dire, c'est ce soir, vous allez rencontrer Alice personnellement. Où ça? Ben, dans son tour bus, après son show. Fait que là, nous autres, là, comme une gang des Three Amigos. Puis, écoute, on est redevenus des ticus. Là, on était tous là. Là, ils sont venus dans notre loge. Bon, en anglais, ils nous disent, êtes-vous prête? Là, vous allez rencontrer Alice. Là, on dit, oui, on s'est fait tout debout, tu sais. Y a-tu quelqu'un de chaud dans vous autres? Tu sais, tout en anglais, hein? Là, non, tout le monde est correct. Okay? I'm not drunk. Ouais, OK. Puis là, est-ce qu'il y en a des fumants dans vous autres? Ouais, t'es paquet de cigarettes? Là, c'est tout ça ici. Parfait. On part, on le suit en rang d'oignon comme des enfants. Puis là, on est tous allongés. Puis ça, j'ai une photo de ça. On est tous sur le bord du tour bus, puis on attend que la porte s'ouvre pour aller rencontrer un de nos idoles, tu sais. Oui. Puis là, on parle, puis on se dit des niaiseries, tu sais, puis on est des Québécois, là, tu sais. Quand on est avec Alice Cooper... là, tu l'as super bien dit, là. Exact. La porte s'ouvre. Là, tout le monde vient sérieux, tu sais. Là, il y a un gars du tour bus, il nous fait signe d'entrer. Puis là, en rentrant, il nous fouille un peu. Ouais. Pas de bière, toi? Non. Là, OK, toi non plus, OK. Là, il nous fait rentrer.
fait, OK, il est dans le fond du boss, il va sortir quand il va être prêt. Puis le gars, il sort, puis il ferme la porte. Là, nous autres, on est tous dans le boss d'Alice Cooper, puis là, on chuchote quasiment, tu sais. Là, la porte s'ouvre, puis là, Alice Cooper, il est sorti avec sa robe de chambre, plus de maquillage. Un gars sweet. Ça scène, c'est Get ready for the lady! Avec le maquillage, les coupages de la tête, le serpent dans le cou. Tu sais, c'est comme, wow, le prince des ténèbres. Il sort, c'est comme Hugh Hefner, tu sais, avec sa robe de chambre, toute chill. Il y a quasiment une pipe. Là, tu sais, comme, Quel contraste! Salut les boys, comment allez-vous? Puis là, on a jasé avec lui pendant encore 15 minutes d'attente, une demi-heure. On a posé quelques questions, puis on est parti. Je pense que tu as un immense bagage d'histoires comme ça à raconter. Là. C'est fascinant. Moi, je t'écouterais pendant des heures. J'aimerais ça que tu nous racontes. Tu nous as partagé des histoires personnelles, mais là, j'aimerais ça qu'on ait un peu plus. Est-ce qu'il y a une histoire que tu as entendue de ta mère, de ta grand-mère, quelqu'un qui est près de toi puis qui t'a suivi toute ta vie, qu'encore aujourd'hui, cette petite histoire-là, elle a un impact dans ta vie? Oui. Puis je vais essayer de le raconter sans devenir émotif. Ça va être très dur parce que je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire-là. Ça s'est raconté dans des réunions de famille, mais en public, je pense pas que j'ai jamais raconté cette histoire-là. C'est ma mère. Ma mère, elle n'a pas eu une vie facile, vraiment. Là. Non. Ça va être dur à raconter. Ouais, on va... Ma mère, quand elle était petite, comme moi, elle n'a pas vraiment connu son père parce qu'à l'époque, il y a eu une maladie des poumons. Puis à l'époque, c'était la tuberculose. OK. Et puis, ils mettaient les gens qui avaient la tuberculose dans des sanitariums. Puis là, ils ne pouvaient plus voir personne parce qu'ils disaient que c'était highly contagious. T'sais. Puis ma mère, elle contait que ses souvenirs de son père, c'est à travers d'une fenêtre d'hôpital. C'est cruel. Ça a duré quelques moments, ça a duré quelques temps, ça l'a... C'est les seuls souvenirs qu'elle a. Parce que, tu sais, les immigrants italiens, c'est des travailleurs forcenés. Tu sais, ils n'arrêtaient pas. Fait que mon grand-père s'appelait Giovanni Pasquale. C'est un travailleur. Puis à un moment donné, il est tombé malade, puis il était très jeune. Puis là, ils l'ont rentré là. Puis là, elle, comme moi, à 7-8 ans, son père était déjà à l'hôpital. La seule façon qu'elle pouvait le voir, c'est à travers une fenêtre. Wow! Ouais, puis là... C'est sûr que ces histoires-là marquent toute une vie, marquent toutes nos vies. Oui. Mais ce qui me touchait le plus dans tout ça, c'est qu'elle se souvenait qu'il lançait des dizaines à travers la fenêtre. Il lançait des dizaines? Oui, pour pouvoir lui donner des sous à sa fille. Puis eux autres disaient, ça fout le contagieux, tu sais. Lui, ça m'a tellement touché. Puis là, je l'ai compté. Tu as vu, je suis venu émotif parce que... Pas nécessairement parce que c'est ma mère. Tu sais, moi, la souffrance, les gens me rendent émotif. Il y a tellement de gens souffrants. Il y a tellement de gens qui souffrent en silence, puis qu'il y a des gens alentour qui savent qu'ils souffrent en silence, mais qui font comme si de rien n'était. Puis... Peut-être parce que leur souffrance, à eux, ils sentent qu'elle est plus importante. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, mais moi, je suis très sensible à ça. Si je sais que quelqu'un est souffrant, je vais essayer de l'aider. C'est aussi qu'est-ce qui a fait en sorte que, tu sais, moi et toi, c'est la connexion humaine. Puis je pense que c'est ça qui a fait aussi en sorte que j'arrive dans ton univers, puis que toi, tu arrives dans mon univers. Je pense que les deux, pour nous, c'est très important, cette connexion humaine-là, de reconnaître l'humain derrière la façade ou derrière ce qui est présenté, derrière le paraître. Tellement. On est tellement dans une société de consommation que plutôt que d'interagir, on va consommer quelque chose. Oui. Un film, Netflix, On va engourdir la douleur. Numb the pain. En anglais, le numb the pain. C'est ça. Passer notre temps entre le frigidaire puis le divan. Puis, tu sais, plutôt que des fois juste prendre le téléphone puis appeler quelqu'un que tu dis, ouf, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. C'est une amitié importante. Je te ferai pas. Ouais, mais la dernière fois, je l'ai trouvé un peu... Laisse faire la dernière fois. Il y a peut-être qui ne filait pas. Appelle-les. C'est ton chum. Entretiens ta relation. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça, là. Ça, ça l'aide à passer, justement, de ne pas être dans la société de consommation puis de ne pas te faire engourdir par tout. Ça, c'est un message qui est
extrêmement important. Oui. Toi, tu as vécu beaucoup de hauts et bas. Tu as eu ton lot de situations qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu viens aussi lever le drapeau et dire « Hey, faites attention de ne pas tomber dans ces dépendances-là. » Oui, absolument. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui écoutent ce podcast-là. Il y a des gens aussi qui aspirent à être conférenciers, des gens qui aspirent à monter sur une scène. Toi, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, quelque chose qui pourrait leur être utile? Soit à un futur conférencier ou à quelqu'un qui se dit « Moi, j'aimerais ça monter sur la scène, mais j'ai peur de monter sur une scène. J'ai peur de m'exposer devant un public. » Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, si tu as peur de monter sur une scène, mais que tu veux monter sur une scène, fais une introspection. D'où vient cette peur? Souvent, 9 fois sur 10. 9 fois sur 10? Souvent, c'est la peur du jugement. Oui. La peur du jugement vient de où? Elle vient du fait que, sans s'en rendre compte, nous jugeons constamment nous-mêmes. Oui. On va regarder quelqu'un faire une conférence, puis on va chercher le défaut dans sa conférence, pas le message. Les gens vont s'asseoir, puis ils sont tellement sa défensive parce que ils se sentent obligés d'aller une... Regarde, je fais aller ma jambe, tu sais, parce que j'imite la personne, parce que c'est pas mon style. Puis là, ils se sentent obligés d'y aller parce qu'ils se disent « Ah, quoi, il faut que je débloque à quelque part. » Puis là, ils vont s'asseoir, puis là, à la place d'écouter le message, ils vont checker comment sa personne est habillée. Puis là, ils vont... Oui. Bon. Mais là, cette personne-là, c'est 2-3 ans plus tard, elle passe son temps à aller à des places, puis à voir des films, puis un show, puis à chercher les défauts, là. Mais si un jour elle veut se ramasser sur une scène, là, elle va penser que tout le monde pense comme elle. Donc, si c'est le cas, c'est que il faut que tu fasses le ménage dans tes pensées. Va voir des spectacles, puis cherche le bon, cherche le beau, cherche le positif, cherche le bon, cherche le beau, cherche le positif. Puis là, un moment donné, tu vas être prête. Tu vas être prête à aller sur une scène. Parce que quand tu vas arriver, tu vas monter les 2-3 pieds pour aller sur la scène, là. En mettant le pied sur la première marche, tu vas commencer tout de suite à te connecter avec ceux qui pensent comme toi, qui ne sont pas dans le jugement. Puis ceux qui le sont, il n'y aura pas de connexion parce que tu vas l'avoir brisé, le jugement. Fait que tu n'auras pas peur du jugement. Tu vas y aller, puis tu vas te dire « Advienne que pourra. Je vais m'exprimer. Ceux qui m'aiment, tant mieux. Ceux qui ne m'aiment pas, que Dieu les bénisse. » Tu as dit quelque chose d'important aussi, c'est concentrez-vous sur le message. J'aime ça que tu as dit ça, c'est concentrez-vous sur ce que la personne partage de beau, de bien, sur son message, pas sur la juger. Exactement. C'est souvent ça. C'est tellement bien dit. Merci de l'avoir dit. Je trouve que le message, souvent, c'est qu'est-ce qu'on met de côté. T'sais, on est tout le temps focusé sur nous, comment on paraît, qu'est-ce qu'on va dire, Ben, si on est là avec les bonnes intentions, les personnes qui ont connecté avec nous, c'est eux qui repartent avec ce qu'on a de plus précieux. Voilà. Voilà. C'est ça. Maintenant, on te connaît parce que tu es souvent à la télévision, dans les magazines, tu montres beaucoup de facettes de toi, puis même dans le podcast ici, tu nous as partagé des histoires très touchantes, très personnelles. J'aime terminer les enregistrements avec quelque chose qui surprendrait le public. Donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas à propos de Rick Hughes qui surprendrait le public, qui dit « Ah ouais, il fait ça lui » ou « Il est comme ça lui ». Fait que, est-ce que tu nous laisses sur un secret ou quelque chose qui surprendrait les gens? Tout un secret. Je vais vous laisser sur... avec tout ce que j'ai compté, vous imaginez-tu tous les excès que j'ai faits? Tout ce qui m'a été offert? J'étais en tournée avec tous ces artistes-là. L'alcool, les drogues, c'était tout gratuit. Fait que je vais vous laisser avec un secret, un genre de secret. Ça aussi, ça me rend un peu émotif, mais c'est pas grave. C'est on n'imagine pas. On a une idée, mais je pense qu'on n'imagine pas. Fait que c'est bien que Non, t'as raison. Le 20 mai, qui s'en vient, dans quelques semaines, oui. je vais fêter 21 ans de sobriété. Ah, félicitations! Ah, bien, merci beaucoup. Puis, si je l'annonce comme ça, aussi solennellement, ou aussi de façon aussi importante, c'est que, tu vois, regarde, je porte ici, là, dans mon cou, depuis toujours, depuis 20 ans. C'est une croix, parce que, comme j'ai dit, j'ai la foi. Et puis, c'est la prière de la sérénité. Oh, wow. Ça, c'est la prière de la sérénité des AA. Hein? Parce que souvent, si tu deviens un alcoolique, pour t'en sortir, ben tu dois faire des choses. Tu sais? Puis une de ces choses-là, ben, c'est aller vers les AA qui aident les alcooliques à se débarrasser
cette emprise-là là, d'alcoolisme qui détruit tout. Détruit ta vie, détruit la vie de tes enfants. Et ceux de ton entourage aussi. Là. Tes voisins, tout le monde alentour de toi. 40 personnes que tu déranges, tu es un alcoolique. Fait que moi, à 40 ans, j'étais devenu un alcoolique. Puis là, ben, j'ai 21 ans de sobriété, fait que je viens de dévoiler mon âge. À 40 ans, est-ce que c'est tout seul que tu décides d'aller vers l'IA ou c'est les gens de ton entourage qui... Est-ce que tu réalises que tu as cette dépendance-là tout seul ou est-ce que c'est les gens qui te... Un peu de tout, hein? Mais c'est surtout le... Moi, en tout cas, pour mon cas, là, la dernière année de mon alcoolisme, là, de 35 à 40 ans, là, je voulais carrément mourir. T'sais, fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu veux plus exister parce que l'alcool mène ta vie, ben il y a des gens bien intentionnés qui vont venir te voir et dire, tu sais, Rick, je t'avais déjà parlé des AA, là. Ça serait peut-être le temps, là. Ah, OK. Puis en passant, tu sais, il y a un saying, tu sais, c'est que c'est anonyme, mais l'anonymat, c'est de ne pas dévoiler les autres. Toi, si tu veux parler de ton alcoolisme, puis ton allégeance au « Ah, tu peux, il n'y a pas aucun problème en public », parce qu'en fait, ça peut aider des gens qui écoutent présentement. Il y a des gens qui m'écoutent, qui vont faire, ils en arrachent avec ça, puis là, on finit sur un wow, c'est un punch, là, qui disait « Hey, regarde, moi, tu vois, je suis un gars heureux, là, je suis un gars intelligent et balancé. » Ben c'est ça. J'ai sorti l'alcool de ma vie pour en arriver là. C'est tout à ton honneur. Là. Moi, je dis, ça montre encore plus ta grandeur d'âme de partager ça pour que, justement, s'il y a des gens qui vivent des situations qui peuvent s'apparenter à ça, peuvent aussi aller chercher des trucs, des outils, puis de l'aide. C'est vraiment ça, là. En tout cas, je ne sais pas si on... Merci du beau compliment de la grandeur d'âme. Je ne sais pas si un âme est grande ou belle, mais je sais une chose, c'est que chaque âme est tu sais, c'est comme une empreinte digitale. Tu sais. Oui. Notre âme est... Ton âme à toi, là, elle ressemble à aucune autre âme. Même si tu aurais une sœur jumelle, identique, avec le même ADN, vous auriez tout de pareil, même votre ADN, sauf votre âme. Oui. Tu as parfaitement raison. Je savais que te recevoir à ce podcast-là, ça allait être très, très émouvant. Ça a été encore plus que ce que j'ai imaginé, mais je veux juste te dire, ce fut un réel honneur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir reçu. À presto! Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot « ovation » et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!